Les amateurs de sensations fortes ont été comblés au cours des 7 dernières années. La volatilité de l'économie mondiale et son parcours en montagne russe ont mis à l'épreuve même les plus endurcis. Et ce n'est pas encore terminé. Au nombre des défis actuels figurent les numéros d'équilibristes sur le plan budgétaire auxquels doivent se livrer certaines économies en raison de la crise. Les numéros les plus populaires se sont déroulés dans la région du sud de l'Europe, où les économies incroyablement chancelantes sont miraculeusement parvenues à reprendre pied. Toutefois, à l'autre bout du monde, l'économie du soleil levant a présenté un numéro bien moins sensationnel. Une prestation destinée principalement à un auditoire japonais. Le numéro d'équilibriste du Japon semble en apparence maîtrisé et sans grand intérêt. Mais est-ce vraiment le cas? Avons-nous fait abstraction de ce numéro au risque de mal juger les périls qu'il peut nous faire courir? La crise financière et économique de 2008 a révélé le fiasco budgétaire européen. Les règles du traité de Maastricht étaient en grande partie appliquées, même chez les pires élèves de la région en matière budgétaire. L'histoire du Japon a pour sa part commencé beaucoup plus tôt. En 1990, à la faveur du long cycle de croissance de l'après-guerre, le Japon a affiché un bilan budgétaire exemplaire. Son ratio de la dette au PIB s'élevait à 69 %, soit assez proche des lignes directrices européennes en matière de viabilité, et sa dette publique était pratiquement nulle. Certains s'inquiétaient alors de l'ascendance du Japon et de son pouvoir financier grandissant à l'échelle mondiale. À la fin des années 80, le Japon a commencé à faire main basse sur des actifs de première qualité partout sur la planète, un mouvement sans fin apparent. Il semblait impossible que le Japon fasse fausse route. La récession a cependant joué les troubles faits. Les actifs immobiliers détenus par le Japon, perçus par la plupart comme une stratégie d'investissement gagnante, ont chuté du jour au lendemain. Le déclin de la demande a secoué les multinationales performantes à l'échelle mondiale et a révélé un groupe de petites entreprises nettement moins performantes sur les marchés intérieurs et d'exportation. Ces divers événements ont poussé le secteur financier à prendre une série de mesures palliatives pour la plupart inefficaces. Dans le même temps, l'économie devait absorber les effets de vieillissement de la population, un phénomène ne concernant à ce moment-là que peu d'économies développées. Résultat, le Japon a opté pour les taux d'intérêt extrêmement faibles, une mesure d'ailleurs toujours en place. Le gouvernement japonais a aussi lancé une cascade de programmes de relance budgétaire. Après 25 ans, cette stratégie a fait passer le Japon d'un modèle de gestion budgétaire à un talon d'Achille de l'économie mondiale. En conséquence, le ratio de la dette nationale au PIB a gonflé pour atteindre 245 % et il augmente toujours. En contrepartie, le ratio de la dette grecque, qui atteint 175 %, est désormais en baisse grâce à l'application de strictes mesures d'austérité. En cas de difficulté, le Japon pouvait auparavant compter sur son ratio de passif financier net. Or, celui-ci est aussi monté en flèche et aujourd'hui, il dépasse largement celui de la Grèce, qui s'établit à 140 % et il progresse encore.
Beaucoup diront que malgré ces ratios extrêmement élevés, la dette est surtout détenue sur le marché intérieur et donc à l'abri de la nervosité des marchés financiers étrangers, des fluctuations des devises et d'autres mouvements du même genre. Les analystes ajouteront qu'en raison de sa position de créditeur étranger net, le Japon est une importante source de capitaux. Les arguments sont crédibles, mais il n'en demeure pas moins que des niveaux de dette si élevés entraînant deux effets notables. Premier effet, l'ampleur de la dette absorbe un niveau excessif de l'épargne. En d'autres termes, les fonds affectés au service de la dette publique ne peuvent être utilisés pour des investissements privés. Cette situation remet aussi en question la disponibilité future des fonds. Selon les estimations du FMI, la dette du Japon augmentera pour éventuellement atteindre un niveau égal au total de l'épargne disponible. Ce qui voudrait dire que le pays devrait faire une nouvelle incursion bien nécessaire sur les marchés internationaux. Second effet, l'énormité de la dette laisse l'économie très vulnérable à la perspective d'une montée des taux d'intérêt. Les faibles coûts d'emprunt sont depuis longtemps la norme, mais au Japon, l'écart de rendement entre les obligations à 10 ans et les obligations d'État à 10 ans a été comblé. Et ce n'est pas raison la chute des obligations d'État. Une certaine évolution à l'horizon du marché pourrait ainsi annoncer une hausse de la prime de risque. Ce scénario est source d'instabilité. Tout élément perturbant le rythme actuel pourrait distraire l'équilibriste et donc entraîner de graves conséquences. Jusqu'ici, le Japon a habilement géré ce problème, mais il pourrait manquer de temps pour le régler. Au bout du compte, la relance de la croissance mondiale pourrait survenir juste à temps pour éviter une chute de l'équilibriste japonais. Heureusement, la croissance a un effet stabilisateur, mais elle ne peut se substituer aux changements structurels qui ont permis aux économies du sud de l'Europe de prendre du mieux. Il faudra donc suivre de près l'évolution de la situation. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.